RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à tous. Au menu de l'émission Débat du mois, diffusée ce vendredi 9 mai et enregistrée mercredi 7 mai dans les conditions du direct, 3 thèmes puisés dans l'actualité du moment. Le référendum, ou les référendums devrait-on dire, après la dernière proposition de François Bayrou dans le JDD de dimanche dernier. L'horizon 2027 qui tétanise tous les partis politiques dès maintenant, quitte à encore creuser davantage le fossé entre eux et les citoyens. Et les crises internationales avec un focus sur le proche et Moyen-Orient, au bord de l'embrasement, tandis que, plus à l'est, s'amorce une guerre entre 2 pays possédant l'arme nucléaire, l'Inde et le Pakistan. Pour en débattre, autour de la table, nous accueillons aujourd'hui Laurence Corroy, professeure des universités à l'Université de Lorraine, enseignante-chercheuse en information et communication, Arnaud Gérard, cadre financier et président d'une association du patrimoine, Stéphane Massé, avocat, ancien bâtonnier, et Dominique Pocro, ancien cadre territorial, ancien élu local. Bienvenue à tous les 4. C'est parti pour 55 minutes d'échange que l'on espère toujours aussi fructueux, apaisé, ce qui n'empêche pas une vivacité dans le propos. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Le référendum, d'abord, un véritable serpent de mer, souvent brandi, jamais appliqué, surtout depuis l'épisode douloureux de 2005 avec le référendum sur le traité constitutionnel qui avait été rejeté par les électeurs, mais très vite oublié par les politiques au pouvoir. Et après Emmanuel Macron, qui avait relancé l'idée d'un référendum voici quelques semaines, sans jamais y avoir eu recours depuis 2017, c'est au tour de François Bayrou. Le Premier ministre se dit prêt à soumettre à un référendum des propositions pour réduire le déficit. Il avait déjà suggéré un référendum sur le changement de mode de scrutin, en clair en faveur de la proportionnelle, reste à définir laquelle, sur l'issue du conclave, celui de Paris, sur les retraites. On peut revenir aussi sur la proposition de Bruno Retailleau, alors président du groupe LR au Sénat, qui proposait et qui propose encore, plutôt mezzo voce, un référendum sur l'immigration. On pourrait, tant qu'à faire, puisqu'on en est dans le concours Lépine, ajouter sans mal un référendum sur les déserts médicaux, la façon d'y remédier, l'école, Macron et le temps de travail, et le temps de l'enfant, pardon. Reste que le référendum, justement, relève de l'initiative du président de la République sur proposition du Premier ministre. Le second propose, le premier décide. Est-ce qu'à votre avis, chers amis, le référendum, c'est pour jouer la défausse ou la montre, ou faire pression sur les oppositions, ou alors vraiment pour offrir une fenêtre de respiration démocratique face au dysfonctionnement parlementaire? Laurence, vous avez la parole. Je vais être tentée de dire rien de tout cela, peut-être pour M. Macron, peut-être que c'est une manière pour lui de revenir au centre du jeu, puisqu'il est un peu cornérisé d'une certaine manière. Et comme effectivement, tout ce qui dépend du référendum dépend quand même de ses prérogatives, ce serait une manière pour lui de se rappeler aux électeurs. Dominique Pocro. Moi, j'avais 2 commentaires à faire sur le référendum. Un référendum, on répond souvent à l'auteur de la question avant de répondre à la question. Et c'est un piège, en la circonstance. Ou alors, on prend un sujet extrêmement populaire, pour ne pas dire populiste, et on est sûr des résultats. Tout ça, dans le temps, on disait élection, piège. Bon, j'avais envie de dire référendum, la même chose. Stéphane Massé. Je pense qu'on est dans le temps long de François Bayrou, qui joue la montre. C'est lui qui a relancé cette idée du référendum, même si elle a été évoquée, je crois, lors des vœux présidentiels, il y a quelques mois par le président de la République, mais qui n'en est plus reparlé par la suite. Bon, c'est un moyen d'expression démocratique. Je pense qu'il faut jouer le jeu aussi. Après, bien sûr, le problème est de savoir quelle question va être posée, quelle utilisation en sera faite. Et je pense effectivement aussi que c'est une manière pour Emmanuel Macron de rester au centre du jeu. Mais le référendum sur quel sujet? Est-ce qu'on a évoqué plusieurs sujets? On parle beaucoup de l'immigration, c'est réclamé par pas mal d'intervenants, mais quelle est la question posée? Faut-il plus d'immigrés? Faut-il moins? Soit on donne un texte
et il faut se prononcer sur un texte. On a vu ce que ça avait donné avec la Constitution européenne en 2005, ou alors on pose une question précise. Mais effectivement, on peut compter sur le président de la République actuel, qui est en déficit démocratique quand même quelque part. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de majorité présidentielle qui se retrouve à l'Assemblée ou dans le peuple pour poser une question qui soit l'occasion pour lui d'un plébiscite. On peut rarement poser une question sans être sûr d'avoir une réponse oui. Et je ne pense pas qu'il soit du genre non plus, comme le général de Gaulle il y a quelques années, en disant je pars si le référendum est défavorable. On n'est plus en 1969. Arnaud Gérard? Oui, alors le référendum, c'est une belle idée en elle-même. On voit nos amis suisses qui l'utilisent abondamment. Ça s'appelle la votation. Voilà, la votation. Bon, après, c'est vrai que le très mauvais souvenir du dernier référendum a un petit peu glacé les politiques et les présidents de la République. La question qui peut se poser, c'est par rapport effectivement au thème, au sujet qui serait retenu. C'est vrai que le sujet qui pourrait être sur les dépenses publiques, le budget, ça doit être bien exprimé, donc ça risque d'être très très compliqué à formuler et ça peut attirer effectivement des réponses en dehors du sujet. Pourquoi ce ne serait pas au Parlement de traiter ce sujet qui est quand même l'essentiel du rôle du Parlement. L'article 47 de la Constitution, sans voilà, jouer les pédants. Et c'est vrai aussi que sur l'immigration, là on peut rentrer sur un débat tout à fait différent, beaucoup plus explosif, beaucoup plus destructeur dans la société. Et puis après, réforme institutionnelle, ça pourrait avoir du sens, en particulier pour permettre au gouvernement actuel, qui est en grande faiblesse, le président l'est, mais le gouvernement actuel rentre dans une période de faiblesse, et ça pourrait être un moyen peut-être de prolonger, comme on l'a dit, le temps de ce gouvernement. La réforme constitutionnelle, s'appuie sur l'article 89 de la Constitution. Sur le référendum classique, on s'appuie sur l'article 11. J'ai recherché ce que disait récemment le Conseil constitutionnel, qui rappelle que l'article 11 prévoit 3 domaines: l'organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à la politique économique et sociale et aux services publics qui y concourent, et la ratification des traités susceptibles d'influencer le fonctionnement des institutions. Sur l'immigration, il y a déjà eu effectivement le débat. Est-ce que ça relève d'un de ces 3 domaines ? L'immigration qu'évoquait Stéphane il y a un instant. Sur l'aspect budgétaire, Arnaud, vous venez de le dire, c'est effectivement la prérogative essentielle du Parlement. Et à la lecture, je vais citer ma source, du cadre enchaîné de cette semaine, le président de la République aurait estimé en privé que ça ne relevait pas du champ référendaire. Alors, est-ce que le référendum est impossible en France ? Mais je ne sais pas s'il est impossible en France, mais en tout cas, c'est vrai que le choix de faire un référendum pour un budget est quand même étonnant. Enfin, il y a quand même un Parlement, il y a la Cour des comptes. À moins que tous les Français deviennent des experts comptables et aient accès à tous les comptes, je ne vois pas bien comment on peut être sollicité à donner notre avis sur cette question précise. Il peut y avoir quand même sur ce point-là l'avancée de règles de budget, de règles de dette, des règles de déficit. Ça, en particulier dette et déficit, comme ça existe en Allemagne. Du point de vue technique, formulation pour les... Mais c'est vrai que beaucoup de points restent en suspens. Sauf qu'en Allemagne, Merz vient de le payer, voilà, puisqu'il n'a pas été élu au premier tour comme chancelier, ce qui ne s'était pas arrivé depuis 1945. La règle a été assouplie pour permettre un investissement en défense. Il y a la règle des 3% au niveau européen, que la France n'a jamais tenue d'ailleurs. La France présente un budget en déficit depuis plus de 50 ans maintenant. Donc, est-ce que le référendum permettrait vraiment de caler les choses ? Le point essentiel, c'est celui que vous évoquez, c'est la situation budgétaire actuelle. Comment à la fois traiter sur le court et sur le long. C'est le dilemme de cette assemblée où, sur le court, il faut trouver vraiment des moyens d'endiguer cette vague de débordement, de déficit, et puis sur le long, trouver des solutions qui permettent
d'apporter des réponses structurelles à un budget, à un endettement public très lourd. Mais là aussi, on n'est pas dans un contexte favorable aujourd'hui. On voit bien sur les questions, sur toutes les questions quasiment du budget, il y a des problèmes. C'est un peu pour ça que je posais un peu la question. Est-ce que ce n'est pas un moyen de faire pression sur le Parlement, notamment sur l'Assemblée nationale, pour essayer de dégager, on ne va pas parler d'union nationale, mais des compromis un peu plus larges et peut-être un travail un peu plus de fond sur le plan parlementaire. Je vous vois approuver, Laurence. Oui, parce que je pense qu'effectivement, c'est une manière éventuellement pour le Premier ministre d'éviter une sanction couperet, comme l'a vécu déjà son prédécesseur, sur une question de budget. Donc, passer par le référendum, en imaginant effectivement qu'il soit positif pour lui, ça lui permettrait de faire pression sur le Parlement en disant que là, la voix du peuple doit être respectée par le Parlement. C'est une façon d'inverser en fait le processus de la preuve. Dominique Pocro, là, je vous vois douter. Oui, c'est un jeu politique, soyons clairs. Le Parlement, si vraiment il avait envie de s'attaquer au déficit public, il ne serait pas en train des arguties de tous bords. Et on sait bien qu'il n'y a pas un trait commun pour lutter contre le déficit au Parlement. C'est après moi le déluge pour chacun. Voilà, bon, effectivement, Bayrou va pouvoir présenter un référendum et dire après, regardez, les électeurs, les Français, les Françaises, ils veulent qu'on fasse des efforts. Alors vous allez faire des efforts. Bon, si on veut. Moi, je trouve que c'est un jeu politicien, point barre. Stéphane Massé, jeu politicien ou dysfonctionnement du Parlement ? Je trouve que c'est une habileté politique de François Bayrou qui est pas mauvais. Alors, je ne parle pas du fond, mais dans sa manière de gouverner, de tenter de se maintenir, parce que je pense que c'est un moyen de faire pression sur le Parlement. Et sur le président peut-être aussi. Et sur le président aussi, pour le prendre au mot. Faire pression sur le Parlement sans risque d'une motion de censure. C'est la différence du 49-3. Là, si on a effectivement l'appui du référendum, il n'y a pas de risque. Et on peut ensuite indiquer à l'Assemblée nationale, vous voyez ce qu'il faut faire. Je pense que c'est une certaine habileté de François Bayrou. On verra donc si Emmanuel Macron répond publiquement et favorablement à François Bayrou, puisqu'il est invité le mardi 13 mai, donc la semaine prochaine, sur TF1, dans l'émission Les défis de la France, là, justement. Émission n'a jamais été aussi bien nommée. Et c'est juste, j'ai relevé, mais je suis un peu d'esprit taquin, c'est juste à la veille de l'audition de François Bayrou devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur Betaram. Deuxième temps fort de l'émission. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Contrairement à ce que vous pouvez laisser penser, point de suspension, on ne va pas parler de Betaram, on va attendre que Bayrou soit auditionné, on verra éventuellement si on en parle au mois de juin. Deuxième thème retenu, c'était un peu le mouvement brownien qui agite le monde politique. J'avais proposé le grand bazar, mais j'ai été vraiment aussitôt taclé par deux de mes partenaires du jour. Je ne les dénoncerai pas à l'antenne, ils se reconnaîtront. Me faire tacler au profit d'une expression plus sage sur le grand marathon qui se prépare. Le grand marathon, tout le monde a deviné, c'est celui de 2027. L'obsession présidentielle, je me demande si ce n'est pas une pathologie française. Rapide état des lieux. À gauche, on a Mélenchon qui se voit plus que jamais en haut de l'affiche. Les écologistes entre deux chaises. Le PC qui tire à vue sur LFI. Les écolos, donc, je l'ai dit un instant, avec Marie Todelier qui vient d'être élu, écartelé entre l'extrême gauche et le PS. Et le PS lui-même à un mois de son congrès, qui se tiendra d'ailleurs à Nancy, fort tentant de sauver sa peau en se voyant bien intronisé pour la présidentielle. Tempête plus discrète dans le bloc central où les ralliements à Attal au détriment de Macron se jouent en coulisses, où des députés modem, s'estimant mal ou pas traités par Bayrou, auraient fait des offres de service à Renaissance. À droite, LR est en ébullition avec le duel au couteau entre Retailleau et Wauquiez. Quant à l'extrême droite, on sent les premières fêlures entre le camp ou le clan Le Pen et Bardella, l'entourage de Marine Le Pen ayant exigé de compléter un sondage de l'IFOP qui n'avait pris en compte que le seul Bardella pour 2027, à la demande de Sterrin, milliardaire proche de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a de quoi vraiment rassurer les Français ? Dominique Pocro. On va revenir au sujet précédent. Pourquoi on en est là ? 2000, le référendum sur le quinquennat.
coordonner l'élection présidentielle et l'élection législative. Elle est là, l'origine. On a complètement dénaturé la Ve République à ce moment-là, et on le paye maintenant avec une course à l'échalote en permanence pour les présidentielles. Comment, en plus, les partis ne sont pas dans un état phénoménalement, extraordinairement bon, et qu'il y a deux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite, qui essaient de faire la pluie et le beau temps. Bon, ben voilà, il ne faut pas être surpris. Nous sommes défaitistes. Non, je ne suis pas défaitiste. Je serais défaitiste si je disais que l'extrême droite avait déjà gagné. Je n'y crois pas à l'ombre d'un instant. Mais franchement, on a complètement cassé la Ve République et son esprit. Ben, on a le résultat. Maintenant, c'est une course permanente à la présidentielle. Arnaud Gérard ? Oui, le quinquennat a tout changé. Bon, après, on est dans un contexte un petit peu particulier. Si on regarde en dehors de la France, on a quand même des coups de canif sur les nouvelles majorités. On l'a vu de manière un petit peu visuelle en Allemagne hier, avec un événement qui ne se produit pas, c'est-à-dire l'élection au premier tour du candidat chancelier. On a vu en Roumanie des élections qui ont montré une très très forte poussée des candidats de la droite extrême. On a vu en Angleterre aussi des élections municipales où il y a une montée des anciens Brexiteurs qui cherchent à chambouler. Donc on est quand même dans ce contexte-là en France, et c'est vrai que quand on regarde les élections, que ce soit au niveau du Parti socialiste ou au niveau des Républicains, il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent sur la place comme idée. On a beaucoup de déclarations, beaucoup d'intentions, des événements qui ne sont pas toujours, je dirais, très, très positifs pour la démocratie. Je pense à ce qui s'est passé par rapport à Jérôme Guedj, socialiste, qui a été quand même très, très secoué. Donc, et qui, je rappelle, n'a pas eu vraiment de franc soutien, puisqu'il n'a même pas eu un appel du premier secrétaire du PS. Des hésitations comme 48 heures à se dissiper du côté de Marine Tondelier, justement, du côté des écologistes. C'est plutôt inquiétant, là. Voilà, donc ça crée ce climat qui est, en plus de ça, s'accélère avec l'échéance qui arrive au mois de juillet, où la dissolution serait à nouveau possible. Est-ce qu'il y aurait des intentions, peut-être pas tout de suite, mais en tous les cas, on n'a pas encore un beau débat. Ouais. Stéphane Basset ? C'est un peu un éternel recommencement ou un peu l'histoire sans fin. Alors, il ne faut pas oublier non plus que la Ve République était quand même un régime, je dirais, monarchique présidentiel, de par la constitution voulue par le général de Gaulle et Michel Debré. Et ça s'est renforcé effectivement avec le quinquennat et la coïncidence entre les élections législatives et l'élection présidentielle. On est un peu en campagne permanente. 5 ans, ça revient très, très rapidement. Après, j'ai l'impression qu'on revit un peu la même chose. On revit avec Wauquiez et Retailleau, ce qu'on a vu avec Copé-Filion. On parle déjà d'inscriptions, d'adhésions qui sont contestées, qui sont assez nombreuses. Voilà, bon, sur ce qu'on appelle maintenant le bloc central, c'est un peu la même chose. On se cherche un leader. À gauche, c'est un peu encore la même chose. On a chacun qui tire un peu de son côté, qui fait valoir sa spécificité, mais tout en précisant que seule la gauche unie peut exister, etc. Sur l'histoire de Jérôme Guedj, alors on joue un peu sur les mots, puisqu'il dit, lui, qu'il n'a même pas eu un appel du premier secrétaire Olivier Faure. Faure dit, mais je ne l'ai pas appelé, mais je lui ai écrit. Il ne m'a pas répondu. Voilà, on a une ambiance qui n'est pas, je pense, à la hauteur non plus des enjeux. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est encore reparti sur une question de sièges à gagner, c'est-à-dire pour les élections locales et pour les législatives, et puis la présidentielle qui est l'élection phare de la Ve République où chacun joue sa carte. Dire Retailleau, s'il reste au gouvernement alors qu'il n'a pas les coups des franches par rapport à ce qu'il voudrait faire, c'est aussi parce qu'il peut être en déficit un peu de notoriété, il a besoin de ce statut de ministre encore pour quelques mois pour s'imposer au sein des Républicains, etc., etc. Donc on met quand même un peu de côté, comme à chaque fois, les grands enjeux, parce que j'espère que la présidentielle 2017, elle a été un peu confisquée. On était dans l'affaire Fillon. Après 2022, on avait le Covid, on avait la guerre en Ukraine, etc. Donc, à chaque fois, si vous voulez, on n'a pas vraiment de débat sur le fond. Il n'y a pas de vraie campagne en 2022, on peut dire ça. Exactement. Et là, j'ai bien peur qu'on soit en 2027 encore la même chose. On est sur l'affaire Le Pen, on est sur l'affaire ci, sur ça. Et voilà.
Laurence Corroy. Oui, je suis d'accord que 2022, ça a été une catastrophe parce qu'en fait, ça a été une campagne confisquée. Et chaque fois qu'on élude un problème, finalement, il reparaît d'une manière beaucoup plus crue et violente. Moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est quand même une accélération de la lassitude de la part des électeurs, qui vient, à mon avis, du système médiatique qui fait que les politiques, maintenant, au XXIe siècle, sont omniprésents. Et donc, la possibilité de se lasser d'eux est beaucoup plus rapide qu'au XXe siècle parce qu'ils commentent tout le temps. Et parfois, à mauvais escient, le silence serait plus efficace. Deuxième chose qui me paraît très importante aussi, c'est que ce qui a fait monter, à mon avis, en partie l'extrême droite comme la gauche la plus radicale, LFI, c'est qu'ils avaient des valeurs et une ligne extrêmement claire qu'ils ont répétées avec un très fort effet d'écoïsation. Et ce qu'on voit apparaître qui pourrait les fragiliser, c'est finalement du trouble peu à peu dans cette ligne. Pour la première fois, à l'extrême droite, avec effectivement Marine Le Pen qui voit un peu contester sa place de leader liée à ces problèmes récents. Et puis à l'extrême gauche, parce que la position quand même extrêmement autocratique de son leader pose problème. Moi, ça m'a beaucoup troublé que Libération, par exemple, fasse 2 papiers avec des titres très approchants pour à la fois parler de l'extrême droite et de LFI. Donc on voit que dans tous les partis, la guerre des chefs les affaiblit, et c'est d'autant plus accentué que les petites phrases, que les commentaires des uns et des autres, par les réseaux sociaux numériques et par les médias omniprésents, saturent l'opinion publique. Est-ce que c'est la présence forte, dites-vous là, effectivement, des politiques ou d'un certain nombre de porte-parole des antennes, est-ce que c'est leur présence ou si c'est l'absence de propositions, l'absence de discours qui colle à la réalité ou aux attentes? Est-ce que c'est pas ça parce qu'on est plutôt dans les éléments de langage? Mais oui, et en fait, je dirais que l'un entraîne l'autre. C'est-à-dire que la pauvreté des valeurs et de la ligne politique met encore plus en valeur la vacuité de la parole politique lorsqu'elle n'est pas architecturée, corsetée par une vraie ligne. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de récolter ce que les partis n'ont pas semé? C'est l'absence de travail. Sauf peut-être à LFI qui a créé un institut où les députés effectivement bossent selon une ligne idéologique et puis un leader autocratique. Mais grosso modo, on remarque depuis quelques années, il y a des think tanks qui sont excellents en France. On en connaît un certain nombre, que ce soit Montaigne qui est plutôt libéral, Jean Jaurès qui est plutôt de centre-gauche, et qui travaillent, puis on pourra en citer d'autres. Mais une certaine façon d'externalisation de la pensée ou de la recherche de la part des partis politiques. Il y a nécessité, et je rejoins ce qui est dit, il y a nécessité aussi de voir les grandes lignes, en particulier, je dirais, pour tout le bloc central des électeurs. Il y a beaucoup de discussions à côté, mais il y a souvent dans le bloc central les exigences d'un gouvernement qui doit réagir à plein d'événements. On le voit, et il y a des tas d'événements, il y a une accélération, on en parlait tout à l'heure, des événements de tout genre, que ce soit économiques, financiers, internationaux, sociaux, etc. Donc il y a cette ligne qui manque, et c'est vrai que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on voit qu'un François Bayrou, on l'entend beaucoup moins. Il y a des propositions, mais il n'y a pas cette ligne, il n'y a pas ces explications. Et la nature ayant horreur du vide, beaucoup d'autres lancent des idées qui sont parfois tout à fait en dehors d'un axe de gouvernement. Et ça pose problème, je pense, au niveau de la population, au niveau des électeurs, pour comprendre ou pour adhérer à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans la réactivité plutôt que dans le temps. La politique, c'est le temps de plus en plus serré, de plus en plus... Il faut réagir à l'événement. On connaît la politique, je pense notamment sous Sarkozy, un fait divers, une loi.
Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas toujours dans le même système là? On est de plus en plus dans la réaction par opposition à la réflexion. On a un peu un déficit de projet et même on est maintenant dans l'invective. Je veux dire, c'est irresponsable d'un côté, fasciste de l'autre, extrême droite, extrême gauche, etc. Déficit de projet et cette lassitude qui a été évoquée, qui est due aussi à l'espace médiatique, s'est aussi renforcée depuis bientôt 10 ans en 2027. Donc ça fait 8 ans parce que depuis 2017, on nous avait promis quoi? Un nouveau monde, faire de la politique autrement, ni gauche ni droite, en même temps. Et puis en fait, on a vu le résultat que ça a donné. Donc, qu'il y ait une lassitude, oui. D'autant plus que, et c'est aussi ce qu'avait expliqué le succès des extrêmes, entre guillemets, c'est l'absence de réponse aux questions qui se posent. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on a vu la question du pouvoir d'achat, on a vu la question de la sécurité, etc., où en fait, il n'y a pas de réponse concrète. Donc, justement, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'imaginer qu'il y a une primauté de la politique sur l'économie, ou si c'est l'économie, j'allais dire, qui mène le monde, là, pour faire simple? Trump nous a donné l'exemple même du mélange de l'économie et du politique, ou du politique et de l'économie, dans ce sens-là. Donc, imaginez... Qu'est-ce qui se passe? Tiens, on va prendre ArcelorMittal. La première chose qu'on dit, il faut nationaliser. C'est donc bien qu'il y a un recours immédiat aux politiques. On peut rappeler, il y avait le débat sous la gauche, sous François Hollande, Exactement. de savoir s'il fallait nationaliser ou pas. Et notamment Montebourg qui souhaitait nationaliser et Hollande qui a reculé. Oui. Attendez, est-ce qu'il faut nationaliser tout ce qui ne va plus? Est-ce que l'État est là, en termes économiques, pour faire ça? Ou est-ce qu'il est là pour donner des caps et aider à dépasser les crises? Mais aujourd'hui, justement, quel peut être le rôle de l'État, Laurence? L'État, en tout cas, moi, il me semble qu'il faut absolument du politique pour contrebalancer l'économique. Sinon, alors là, on est dans un monde ensauvagé. Mais il me semble que, pour reprendre le cas des entreprises, l'État est là, par exemple, pour décider s'il va baisser les charges des entreprises pour permettre une facilitation des entreprises ou s'il prend un autre cap. Enfin, on voit bien qu'en réalité, que le politique, il est partout et on en a absolument besoin, à condition que ça soit porté par une vision du monde claire, des valeurs qui s'y articulent et qu'on puisse les comprendre. Or, effectivement, Trump... Mais justement, c'est un bon exemple, Trump, parce qu'on voit bien que le tout économique, ça mène quand même à du n'importe quoi. Et qu'il n'a pas arrêté d'avancer, reculer, avancer, reculer. Donc, oui, il faut du politique. Stéphane Massé, il faut encore croire au pouvoir du politique? Bien sûr. Moi, je suis pour un retour du politique. On s'est fait dominer par les économistes depuis des années, sachant que la marge de manœuvre en économie est quand même assez ténue. C'est quand même l'Union européenne principalement qui, par ses directives, la marge de manœuvre pour un pays comme la France, sur le plan économique, c'est assez délicat. Je pense qu'il faut un retour du politique parce que c'est l'expression de la démocratie. Je veux dire, les économistes sont bien gentils. On a toute une kyrielle d'économistes, Piketty, Alain Minc, qui nous expliquent depuis des années ce qu'il faut faire, etc. Il n'y a pas un qui est d'accord avec l'autre, et toutes les solutions qu'ils ont proposées, qui ont été suivies parfois, ont mené à un échec. Je veux dire, lutte contre le chômage, pauvreté, on a plus de 10 millions aujourd'hui de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Tous ces économies sont bien gentils, mais aucune de leurs solutions n'a fonctionné aujourd'hui. Mais c'est là qu'on est dans le paradoxe. La France est un pays énormément redistributif, oui, mais où les inégalités s'accroissent. Tout à fait. Arnaud Gérard, comment on gère ce paradoxe? Effectivement, et je rejoins Stéphane Massé, le point important aujourd'hui du point de vue de l'économie et de la politique, c'est l'Union européenne, avec, me semble-t-il, beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes qui arrivent aujourd'hui. On peut citer l'exemple de l'automobile, on peut citer l'exemple de l'acier. Il y avait cette semaine, je crois que c'est dans les Échos, le compte-rendu d'une rencontre entre le patron de Renault et le patron de Stellantis. Et c'était assez intéressant, avec une convergence, je dirais, d'intérêts économiques, mais après tout, ils sont là pour ça, sur la question des voitures petites et moyennes, autrement dit,
par rapport pour un public qui n'a pas forcément la possibilité d'acheter des voitures au-dessus de 30 000, 40 000 euros. Et on a des règles qui sont, pour les petites voitures, les mêmes que pour les grosses voitures, d'où une inflation de prix et d'où des problèmes pour arriver à cela. Donc, ces deux patrons pragmatiques, soulignant d'ailleurs que ça concerne les industries d'Espagne, de France et d'Italie, c'est là où il y a le plus de production de petites voitures, poussent à ce que l'Union européenne change les règles, ou en tous les cas les assouplisse, pour permettre justement vous parlez des règles de fabrication de fabrication. En fait, tout simplement, ce qui est dit, c'est que les décisions d'investissement doivent être prises maintenant. Soit on abandonne, parce que ça ne va pas être rentable, et on va vers une crise économique et sociale et très grave, soit on modifie, on laisse quand même une perspective par rapport à cette question. Mais il y a plein d'autres domaines. Hein. L'acier, c'est la même chose. On a aussi dans beaucoup de secteurs l'absence de réponse de l'Union européenne. Et je suis européen, mais il y a un certain nombre de critères économiques qui n'ont pas été pris en compte. En particulier, protéger nos industries pour que ces industries puissent perdurer. Ça ne veut pas dire toute l'industrie. Donc ça, c'est une décision politique. Voilà. Et c'est vrai qu'on a, l'Union européenne a mis en place ce système-là, et il faut que les pays de l'Union européenne puissent intervenir, le pouvoir politique de ces pays puisse intervenir. C'est la source de développement du populisme partout, hein, si rien n'est fait. Mais est-ce qu'on sent une volonté politique de le faire ? Il y a... Je ne veux pas monopoliser le sujet, mais il y a des divergences très importantes entre la France et l'Allemagne, entre différents pays. On n'a pas les mêmes structures, on n'a pas les mêmes, je dirais, industries ou les mêmes problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a nécessité de changer ces règles économiques qui datent des années 2000, en fait. Oui, il me semble que la situation la plus délirante, il me semble que c'est quand même sur l'énergie, et en particulier sur l'électricité en France, où on a vu les prix exploser, alors qu'on nous a très bien expliqué qu'en réalité, on pourrait très bien rebaisser de façon drastique les coûts, ce qui aiderait quand même beaucoup les entreprises qui ont vraiment souffert de ces hausses du prix de l'électricité en France. Et c'est un bon exemple du hiatus entre l'intérêt de la France et l'intérêt de l'Europe, ce qui n'empêche pas que moi aussi, j'adhère totalement au projet européen, mais c'est un projet qui ne doit pas se faire contre, effectivement, les citoyens européens, sinon on verra monter mécaniquement les populismes, c'est logique. Stéphane Massé, la crainte du populisme. Oui, qu'on peut comprendre, parce qu'on dénonce le populisme à juste titre, les risques d'extrémisme, etc. Mais on oublie toujours rapidement de se poser la question pourquoi aussi, parce que aussi les peuples ne se sentent pas représentés dans les décisions qui sont prises, que ce soit la fin des modèles thermiques en matière automobile, que ce soit l'énergie, on parlait de l'électricité, la métallurgie, la désindustrialisation, enfin tout ce qui nous a été imposé par l'Union européenne, par des visions qui étaient des visions un peu comme si on allait dire aux peuple de chaque pays, comment il devait vivre, comment on imposait un modèle qui n'est pas forcément celui qu'il souhaite. Donc de temps en temps, il faut aussi savoir écouter quelle est la volonté populaire qui s'est exprimée. Parce que sinon, effectivement, c'est la porte ouverte à toutes les dérives qu'on peut dénoncer et craindre pour la suite. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va arriver, à force de se dire, là, on est passé à côté, ouf, ça y est, hein, on a eu 2002, on a eu 2017, 2022, mais qu'est-ce qu'on attend pour réagir aussi et aussi se poser la question, en quoi est-on responsable de la situation? Parce que c'est toujours facile de dire, alors il y a essayé d'anathémiser un peu tel et tel parti politique ou tel et tel courant de pensée, mais se demander aussi pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Je peux vous amorcer un début de réponse qui peut être peut-être polémique, mais qui se vérifie statistiquement. On entend souvent les politiques français dire « c'est de la faute à Bruxelles ». Sauf que quand on vérifie la participation des ministres dans les différents conseils thématiques ou autres, la France est peu présente depuis des années, quelle que soit la couleur politique au pouvoir.
Donc, est-ce que l'Europe ne va pas devenir, on terminera là-dessus, sur ce sujet-là, Dominique, l'Europe un bouc émissaire, finalement? J'allais le dire, l'Europe, le bouc émissaire, pas de tous les partis d'ailleurs, hein, de l'extrême gauche et de l'extrême droite, qui, par parenthèse, en profitent largement. Les autres, on les sent quand même timidement européens. Oui, les autres, ils sont tétanisés. LR est moins européen qu'avant. Il y avait une conversion européenne grâce à Chirac. On les sent moins européens. Au PS, on n'en parle quasiment pas. Mais ils sont tous tétanisés. Les écolos sont partagés. Là. Tous les partis, ce que j'appelle classiques, démocratiques, républicains, sont tétanisés par la montée d'un côté de l'extrême gauche et de l'autre de l'extrême droite. Ils sont tétanisés, donc ils n'ont plus de projet. C'est du coup par coup. Et effectivement, la voie simple pour l'électeur, c'est de dire je vois un parti qui dit des choses claires, simples, brutales, et j'y vais. Et puis on les a jamais essayés, essayons-les, on verra bien ce que ça donne. Et voilà comment on fait le lit des extrémistes, de gauche comme de droite, je le répète. J'ai cité 2 chiffres dans les derniers sondages, avant de passer au prochain sujet, qui m'ont effaré, peut-être que vous allez réagir là-dessus. La personnalité préférée des Français s'appelle Bardella. D'après les sondages, et la personnalité la plus détestée des Français s'appelle Mélenchon. Oui. Ça vous surprend? Non, mais c'est juste... Bardella, le gendre idéal. Il est propre sur lui, beau, il n'est pas un mot plus haut que l'autre. Mélenchon, l'affreux... Il est quand même crédité 10 à 13% quand même, les sondages pour la présidentielle quand même. Oui, évidemment. Et Mélenchon, l'affreux qui éructe tout le temps, au bout d'un moment, ça fatigue. Oui, mais 10 à 13%, c'est quand même... Oui. Il y a d'autres personnalités politiques qui sont plus appréciées des Français et qui enregistrent des scores moindres. C'est ça qui est aussi un paradoxe. Wauquiez, 3%, je crois. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il soit dans le... Il est plutôt en bas du tableau en termes de personnalités appréciées. Là. Non, mais je pensais par exemple à Roussel, que tout le monde trouve sympathique. Mais bon... oui, il aime le barbecue. Oui, voilà. C'est un brave garçon, il prend ses vacances dans un camping. Oui. Voilà, on en est là. Hein. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Voilà, la politique, c'est quelque chose de noble et j'ai le sentiment qu'on est en train de la gâcher. Bien, on va espérer retrouver le moral là d'ici 2027, avant de passer au 3e thème. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, le débat. Malheureusement, le moral en prend un coup. C'est quand on évoque le Proche et le Moyen-Orient qui sont au bord de l'embrassement. C'est pas la première fois qu'on le dit. Ils se rapprochent à chaque fois du précipice. Israël qui annonce officiellement vouloir contrôler et occuper toute la bande de Gaza. Dernière déclaration de Netanyahou, de ses ministres d'extrême droite, contrairement à ce que le même Netanyahou déclarait il y a un an. La guerre entre Israël et les Houthis, je rappelle que les Houthis, qui étaient installés dans le nord du Yémen, contrôlent aujourd'hui la quasi-totalité du Yémen et ils sont soutenus par l'Iran. Ce sont des chiites. Encore que, j'ai bien vérifié quand même, c'est à nuancer parce qu'il y a aussi des sunnites parmi les Houthis, mais il y a l'Iran quand même en soutien. Et puis là, aux dernières nouvelles, Trump a annoncé un cessez-le-feu entre Israël et les Houthis, mais on sait le temps que dure un cessez-le-feu au Proche-Orient, ou en Ukraine par exemple. La Syrie, en proie à des violences contre les Alaouites, dont était issu le clan Assad et les Druzes. Je rappelle qu'il y a eu déjà plusieurs milliers de morts depuis le mois de mars, alors que le président par intérim, Ahmad al-Shara, ancien dirigeant de Al-Qaïda, avant de fonder sa PME terroriste et de porter aujourd'hui le costume cravate, était reçu à l'Élysée ce mercredi. Il y a l'Iran, je l'ai dit, qui restait bien qu'affaibli, qui restait à la manœuvre pour souffler sur les braises ou attiser les feux déjà engagés un peu partout. Et Trump qui annonce une tournée proche-orientale du 13 au 16 mai avec des annonces encore fantastiques. On peut tendre le dos, Arnaud Gérard. Oui, c'est encore une région qui est secouée, mais même différents points de la région. Ce qui est peut-être le plus grave pour le court terme, c'est sur la Syrie. Est-ce qu'on va arriver à une guerre civile? C'était un pays comme l'Irak
comme le Liban, hein, un pays extrêmement divisé en population, hein, historiquement, qui a été formé comme ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai qu'il reste toujours la puissance de l'Iran avec sa volonté de survivre, que le régime puisse survivre et à tout prix. Et donc, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer. Il y a un événement qui a été quand même intéressant à souligner, c'est le renvoi du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis par Donald Trump, qui l'a renvoyé du fait de projets envisagés avec Israël dans le dos du président pour faire une intervention, organiser une intervention militaire en Iran. Donc peut-être que Washington, ou en tous les cas Donald Trump, cherche à freiner un petit peu les ardeurs, mais il y a beaucoup de personnes qui soufflent sur le feu, que ce soit en Israël ou que ce soit ailleurs dans la région. Stéphane Massé. On a du mal à trouver des raisons d'espérer. Peut-être très inquiet de la situation actuelle. Vous avez les déclarations incendiaires de Netanyahou, dont on se demande ce qu'il cherche. Bon, en face, vous avez le Hamas. L'espoir d'une trêve ou d'une paix, ou de deux États de coexistence, est de plus en plus précaire. La Syrie, effectivement, risque d'avoir le même sort que ce qui s'est passé en Libye. C'est-à-dire que c'est un pays qui va être complètement détruit avec un risque de guerre civile. Sur tous ces plans, on a l'impression d'être un peu impuissant parce qu'on assiste effectivement à la montée de tensions. Encore récemment, et vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, la guerre qui semble se dessiner, à défaut de se déclarer, entre l'Inde et le Pakistan, qui sont quand même deux puissances nucléaires. On a bombardé pour l'un une mosquée avec des fidèles, pour d'autres en réaction des civils. Donc, et qui se disputent le Cachemire, qui est pour l'instant qui n'est pas une situation un État relevant nouvelle, de mais là, l'Inde. on a une gradation qui est quand même, importante. Et puis le Soudan, qu'on oublie aussi. Bref, tous ces pays, effectivement, où on a une montée, on sent une montée de ces conflits internationaux sur lesquels on ne semble pas avoir de prise. Alors effectivement, Donald Trump va faire une tournée, il va faire quelques déclarations, mais on n'y prête plus tellement attention, que ce soit en matière politique, que ce soit en matière internationale. Il y a une déclaration qui le lendemain va être démentie par une autre. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? On n'en sait rien. Quid de l'Union européenne aussi dans cette situation ? Quel est son poids ? On a des déclarations de celui qui est même plus qui sait, en charge de la politique internationale, de la présidente de la Commission européenne. Et puis voilà, on a des déclarations. Et on ne parle pas de l'ONU. J'allais dire, et les Nations Unies. C'est curieux, le machin n'est pas à l'ordre du jeu. Oublié totalement. Est-ce que l'ONU existe encore là, justement, Dominique. Il est en état de mort cérébrale, l'ONU, depuis un long... Puis, si dans le temps il avait servi à quelque chose, ça se saurait aussi. Je rappelle quand même qu'il y a un certain nombre de délibérations, non, ça ne s'appelle pas comme ça d'ailleurs, mais de résolutions, merci Stéphane Massé, de résolutions qui sont restées lettres mortes sur tous les domaines. Hein. On parlait d'Israël, mais on peut parler d'autres pays, tout est resté toujours lettres mortes. Voilà, De Gaulle avait raison une fois de plus, le machin. Oui. Laurence Corroual. Oui, c'est vrai que le Proche-Orient et le Moyen-Orient, c'est une poudrière, c'est inquiétant. Ce sont des tensions toujours ravivées sur fond parfois de rivalité religieuse et parfois non. Mais justement, moi, ce qui me frappe beaucoup quand même, c'est cette absence de prise en compte de l'histoire. Parce que inviter un autocrate, inviter un ancien terroriste, on l'a déjà fait. Et avec des résultats... Quand même, on ne peut pas dire que ça a été extrêmement heureux et à la gloire de la France. Vous pensez Kadhafi invité par Sarkozy, par exemple ? Par exemple. Avec la colle de tente dans les jardins de l'Élysée. Voilà. Je crois qu'on a eu déjà des exemples et une naïveté confondante, peut-être, de la part de nos dirigeants en pensant qu'on peut, encore une fois, traiter d'une manière démocratique et apaisée des personnes qui ont des trajectoires de vie à l'opposé. Il vaut mieux quand même prendre son temps avant de les inviter sous les ordres de la République. Est-ce que ce n'est pas une manière, peut-être, pour le président de la République, de relancer ce qu'on appelait auparavant la politique arabe de la France ?
Vous croyez vraiment que c'est en Non, je pose la question. Maintenant, avec aussi peu d'éléments, moi je trouve que c'est quand même très prématuré de faire ce type de calcul politique. Dans les révolutions, l'histoire nous a montré que très souvent, il vaut mieux parier sur les évolutions que sur les révolutions. Parce que la Révolution française, elle nous a amené beaucoup de choses, mais elle nous a amené dans un très proche événement par rapport à 1789, la terreur. On a tué beaucoup plus que ce pauvre Louis XVI. Donc là, il me semble qu'on répète toujours les mêmes choses et on veut dialoguer immédiatement. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, pas en les invitant avec le faste que l'on voit en ce moment. Partagé, Gérard. Il y a peut-être une explication, c'est le fait que la France suit, même avec grande difficulté, le Liban, la vie politique au Liban. Il y a une petite amélioration, c'est peut-être le seul point positif de cette région, une petite amélioration avec l'élection du président libanais qui est en place, qui semble faire avancer les choses. Alors la corrélation avec la Syrie justifie peut-être cette venue à Paris, mais je rejoins effectivement, c'est toujours délicat d'inviter des sombres personnages à Paris, que ce soit par le président de la République ou que ce soit avec des intentions, je dirais, d'utilité, parce qu'on sait très bien que les choses passent vite. Oui, Stéphane Massé. Quelle était l'urgence? Fallait inviter ou pas? Quelle était l'urgence de oui. le faire pour qu'on ait les premiers? C'est sa première visite, à ce président. Alors effectivement, on ne va pas recevoir que les démocrates du monde. Oui, on ne recevrait pas grand monde. En son temps, De Gaulle avait reçu Mao. Il n'y avait pas de difficulté. Mais là, bon, c'est quand même un instant de terrorisme, mais pas n'importe lequel. C'est quand même l'un des chefs d'une branche d'Al-Qaïda. C'est un président par intérim. Pour l'instant. Et on le reçoit. Alors, face à la polémique, on a dit on ne mettra pas les drapeaux dans la cour de l'Élysée, il n'y aura pas la garde républicaine. Oui, d'accord, mais enfin bon, c'est... les symboles, ça compte. Oui, d'accord. Mais il n'empêche que c'est une visite, quasiment une visite d'État, quoi. La réelle politique a ses raisons que la raison ignore. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement, comme disait Laurence Corroy, la réelle politique par les voies diplomatiques discrètes? En général, les diplomates travaillent discrètement. C'est pas l'ambiance actuelle. Hein. Je veux dire, moi, je me souviens des discussions d'Emmanuel Macron en direct avec Vladimir Poutine qui étaient filmées. Hein. Ouais. On avait, ce qui a été reproché à Emmanuel Macron, d'ailleurs. Avec le succès que l'on sait. Avec le succès que l'on sait. Revenons à notre discussion de départ. Tout est dans l'apparence. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de diplomatie, il n'y a plus de voix de la France, sur l'expression. Si, bien sûr. Mais... Que pèse encore la France dans le monde, d'ailleurs? L'Afrique commence à partir en déliquescence. Parti. Il y a encore quelques... Et pourquoi a-t-on supprimé le corps diplomatique? Il faut rappeler que c'est une réforme qui était engagée en 2022, je crois. C'est révélateur aussi. Oui, d'ailleurs, ce qui avait engagé la fronde d'un certain nombre d'ambassadeurs, c'est pourtant pas le genre de la maison, quand même, le Quai d'Orsay, mais effectivement. Est-ce que la voix de la France existe encore, Laurence Corroy? Je pense qu'elle existe. Elle existe parce que, voilà, on a un passé quand même solide de ce point de vue, mais elle diminue de plus en plus. Et je ne crois pas que ce soit en précipitant ce type d'invitation, en faisant des choses pour faire des coups médiatiques, que on devient un phare dans la nuit pour les autres pays. Je crois qu'on aurait besoin d'un peu de modestie aussi. Parce que il paraît que c'est pas la première qualité de la France. Voilà, on a plutôt la réputation d'être un petit peu donneur de leçons, un peu arrogant. Je pense qu'il faudrait qu'on soit un peu modeste sur nos capacités d'agir et puis qu'on soit moins à réagir pour se mettre en scène. Parce que moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de mise en scène médiatique là. Arnaud Gérard, là, pour la France, c'est vrai qu'il y a déjà la langue française qui est un atout considérable, mais c'est vrai que le pouvoir de la France diminue fortement. À la décharge du président, il y a quand même eu un moment Macron, avec la faiblesse en Allemagne,
l'arrivée de Donald Trump. Bon, la parenthèse risque de se refermer avec l'arrivée du nouveau chancelier, même si les choses sont compliquées. Ça reste fragile quand même. Ça reste fragile, donc c'est peut-être un atout. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude, avec la politique étrangère d'Emmanuel Macron, depuis des années et des années, à avoir des choses... je dirais, de grande qualité, et puis des choses extrêmement décevantes, ou en tous les cas, pas à la hauteur, je dirais, de la politique que la France doit mener. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Il nous reste exactement 6 minutes, là, si je regarde bien le décompte, pour partager nos lectures. Allez, on commence par Laurence Corroy. Alors, puisque c'était une émission où je savais que les thématiques allaient quand même être un peu rugueuses pour nous tous, pour garder le moral, je vous propose un livre qui vient de sortir de Lucie Vincent, qui est neurobiologiste. Et son ouvrage s'appelle Le cerveau des amoureux. C'est sorti chez Odile Jacob en 2025, ça vient juste de paraître. Et c'est tout à fait passionnant de voir comment, finalement, il y a un effet, lorsqu'on est amoureux et qu'on est amoureux longtemps, sur la manière dont le cerveau et sa plasticité évoluent. Et donc, ça donne des clés, peut-être, pour rester amoureux le plus longtemps possible. On va demander aux politiques de parler d'amour, ça changera un peu. Là. Stéphane Massé. On va repartir dans les classiques par rapport à la période actuelle. Moi, j'ai ressorti ce qui est pour beaucoup et pour moi aussi un livre de chevet, c'est Rilke, Lettre à un jeune poète. Voilà, je pense que ce monde a peut-être besoin d'un peu de poésie. Pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est sur le métier, entre guillemets, de poète, et surtout la méditation sur la création et ce qu'on appelle l'accomplissement intérieur de l'être. C'est tout un programme. Arnaud Gérard. Alors moi, je vais revenir sur le dernier sujet, et je vais être un petit peu plus triste que tous les autres. C'est un livre aux éditions Vrin de Solange Savel, Qu'est-ce qu'une frontière ? Il y a toute une collection avec différents thèmes, ça s'appelle Chemin philosophique. Pourquoi les frontières ? Alors il y a un certain nombre de réponses, d'éclaircissements qui sont apportés à ce livre. Je crois qu'il y a un autre livre qui vient de sortir sur la question des frontières. Ça devient un vrai sujet de politique internationale, et c'est vrai que le regard qu'on peut avoir sur la frontière, y compris pour nous Français, peut évoluer ou peut être questionné. Dominique Pocro. Bien, écoutez, pour retrouver le moral et le goût de la politique, j'ai choisi le livre d'une avocate, militante associative et femme politique née à Nancy, le 7 décembre 70. Et si j'ajoute que c'est le 4e personnage de l'État, vous aurez reconnu Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Alors, pour retrouver le moral et le goût de la vie politique, dans son livre, moi j'ai trouvé ce livre très frais, parce qu'elle décrit avec franchise et simplicité les épisodes qui ont marqué sa vie. Alors, engagement associatif au Resto du Cœur, mère de 5 enfants, réélection, etc. Mais je retiens surtout, c'est ça qui m'a plu, l'absence de cette langue de bois et du politiquement correct qui trop souvent tue toute sincérité dans le livre des politiques. Vous savez bien, il faut avoir écrit son bouquin avant les élections. Cela s'exprime surtout dans sa relation avec le président Macron. Elle écrit « Une reconnaissance infinie, il m'a donné ma chance, je ne serais pas là sans lui. Mais c'est un remerciement qui s'accompagne d'une rare franchise, car elle n'hésite pas à fustiger une pratique du pouvoir beaucoup plus verticale, dit-elle, qu'espérée. » Alors, 2 leçons majeures dans ce livre. L'illustration de la formule de Beaumarchais. Mieux vaut amis grondeurs que flatteurs. En effet, la loyauté n'est pas la flatterie, bien au contraire, mais surtout que Yaël Braun-Pivet, loin d'être une passionnariat hystérique féministe, et plus concrètement une infatigable militante de la cause de femmes bien décidées, je cite, à se battre pour que la promesse républicaine soit tenue à l'égard de chacun. À ma place, dit-elle. Bien. Puis on connaît ses relations plutôt rugueuses avec le président de la République. C'était pas le choix de Macron de l'avoir réélu au perchoir, et déjà même la première fois. Moi j'ai choisi, alors j'ai fait vraiment dans le classique de chez classique, sur la Meute, l'ouvrage qui vient de sortir sur LFI. J'en ai lu les très bonnes pages dans Le Monde. Le livre est déjà épuisé aujourd'hui dans de nombreuses librairies. Et il fait l'objet d'attaques vraiment d'une violence absolument inouïe et personnelle, des attaques abominables contre les journalistes
que je ne connais pas personnellement, mais que je lis depuis de nombreuses années, qui sont vraiment des références. J'ose pas dire des modèles, il faut toujours se méfier des modèles, mais des références en termes journalistiques. Je vais citer Charlotte Belaïd, qui travaille à Libé, Olivier Perroux, qui travaille au Monde. Et dans les 2 grandes pages que j'ai eues dans le Monde, ça me paraît quand même fort documenté. On n'a pas le scoop, mais c'est fort documenté. Il y a un rappel, une mise en perspective. Il y a un travail journalistique absolument tout à fait sérieux. Et puis, ça permet, peut-être en parle-t-il dans le livre, j'espère, sinon on va quand même rappeler que, ma foi, Mélenchon et ses proches sont quand même, font l'objet d'une attention particulière de la justice. Déjà, plusieurs de ses proches qui sont mis en examen, notamment pour l'élection, les comptes de l'élection présidentielle de 2017. La justice, manifestement, prend son temps. Est-ce que la meute va contribuer à accélérer les enquêtes ? Ça arrive parfois que la justice se sente un peu aiguillonnée. Je pose juste la question avant de terminer cette émission dans les temps. Merci à tous les 4 pour votre participation. Prochain rendez-vous de l'émission, on ne va pas se raconter d'histoire. Là, je vais peut-être le temps de l'annoncer. C'est vendredi 16 mai en direct avec comme invité Mathieu Klein, maire de Nancy, président de la métropole. Prochaine émission débat le vendredi 13 juin à 11h. Merci à vous 4. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org